Bien. En ce beau petit matin toulousain, nous voici réunis. Merci à Toulouse de nous accueillir, merci à l'EFTA de nous donner l'occasion de nous rencontrer et de me permettre de vous accueillir et d'accueillir avec vous deux orateurs qui me sont chers, puisqu'ils font partie de ma vie depuis plusieurs dizaines d'années, dans des actions, associations, pratiques importantes, engagées. Et nous allons commencer par une première intervention réalisée par Christiane Joubert, que je vais vous présenter, ensuite par Jacques Toulmecker, que je vais également vous présenter. Alors, il se trouve que Cristobal de Laborde étant absent, nous allons pouvoir faire ce qui est fabuleux, ce qu'on n'arrive jamais à faire, c'est avoir du temps pour échanger au mieux ensemble. Ce qui se prête particulièrement bien à ce thème, institutions et famille, thème aussi qui est essentiel, je crois, pour la majorité d'entre nous, puisque beaucoup d'entre nous sont à la fois confrontés plus ou moins à des pratiques privées ou des pratiques individuelles, enfin, dans des contextes de cabinet, mais la majorité est engagée dans des pratiques institutionnelles. De toute façon, on ne peut pas, même si on est dans des pratiques de cabinet, ne pas être en interrelation, en réseau, en travail avec des institutions. Alors, ce qui est très important, qu'on va pouvoir travailler ensemble, c'est en quoi l'institution comme lieu d'accueil de familles en souffrance est elle-même une institution avec des caractéristiques, et que c'est cette rencontre-là que nous allons pouvoir mieux travailler grâce d'abord à Christiane Joubert, qui est depuis quelques années maintenant à Toulouse, qui fait partie de la Société universitaire de Toulouse Jean Jaurès, où elle est professeure de psychologie. Elle est psychanalyste de groupe et psychanalyste de famille, et elle va nous parler des liens famille-patient-institution, justement, une co-construction groupe à toi, Christiane. Bien, très bien. Merci à tous d'être là. Merci aussi aux organisateurs de ce congrès de m'avoir invité pour parler d'un sujet, en effet, qui nous concerne tous, l'institution. Alors, en effet, moi, c'est à partir... Bon, je suis universitaire, donc j'enseigne à l'université depuis de nombreuses années, puisqu'avant d'être à Toulouse, j'ai fait une partie de ma carrière à l'université. Mais bien sûr, l'institution a toujours été au cœur de mes préoccupations, puisque j'y ai travaillé longtemps. Donc c'est à partir de ma pratique institutionnelle longue, et aussi, bien sûr, avec l'approche de la thérapie familiale psychanalytique, et dans ma posture aussi en institution, parfois maintenant, depuis de longues années, de superviseur, et aussi de formatrice, pour travailler avec les familles à l'intérieur des institutions. Beaucoup d'institutions maintenant font appel à nos associations, nous demandant de venir les aider à co-construire des dispositifs pour écouter la souffrance des familles. Voilà, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Donc c'est au regard, j'allais dire, de toute cette expérience que je vais vous proposer quelques réflexions sur lesquelles on pourra discuter ensuite autour des familles et des institutions. Alors déjà en introduction, je vais poser en toile de fond les références actuelles, par exemple de René Caës. Bon, je vous ai dit que j'étais lyonnaise, donc René Caës, j'ai longtemps travaillé avec lui. Donc quand il parle en effet du mal-être contemporain avec l'effondrement des métacadres, c'est-à-dire l'effondrement de nos institutions, qui très souvent actuellement sont en crise, sont en grande souffrance. C'est-à-dire, ça fait partie des avancées actuelles de la psychanalyse, que de travailler, de réfléchir aussi autour de qu'est-ce qui se passe dans le contexte sociétal et quelle influence ça peut avoir, bien sûr, sur nos institutions. Donc, bien sûr, je fais aussi référence du côté sociétal
à un concept qui peut nous donner des pistes de réflexion, c'est-à-dire c'est l'idée de la modernité liquide, de la société liquide de Bauman, qui dit qu'en effet, actuellement, dans tous les domaines de la vie en société, il y a une insécurité permanente, c'est-à-dire qu'on est dans un mode contemporain qui est du côté d'une dimension volatile, éphémère, dans tous les domaines. Bauman nous dit, mais les individus eux-mêmes craignent de devenir obsolètes. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus de référence, on n'a plus de... L'effondrement des métacadres, c'est lié à ça. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui tient. On peut avoir tout et son contraire. Tout est liquide, tout est éphémère, tout est fluctuant. Alors ça interroge bien sûr sur le monde contemporain. Hein, je vous invite à lire, si ça vous intéresse, un roman d'Umberto Eco, moi que j'aime beaucoup, Umberto Eco qui a travaillé bien sûr aussi sur le mode contemporain, hein, sur l'idée de la société liquide, et qui le critique bien sûr avec toujours autant de verve et de poésie, hein, en montrant effectivement là-dedans les dérives sensationnalistes des médias, la mascarade des politiques, enfin il décrit avec ironie le monde contemporain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ce monde contemporain? Tout est au même niveau. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de valeur. Il y a un effondrement des limites. Hein. Alors ça, on va voir en effet que ça a des conséquences, bien évidemment, sur les institutions qui elles-mêmes s'effondrent de l'intérieur à leur tour. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous percevez tous au sein de vos institutions. Mais il faut qu'on garde aussi en tête les travaux, par exemple, de José Bleguer. Hein, vous savez que dans les années, ça date des années 70, mais José Bleguer déjà parlait de la tendance des institutions à se rigidifier. Hein, il disait effectivement, avec l'évolution, les institutions ont tendance à se rigidifier. Bon, je pense qu'actuellement, on est à son paroxysme. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, on a une société liquide, et de l'autre côté, on a des rigidifications. Bon, je pense au protocole, à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on nous oblige à faire maintenant avec ces versants de protocole. Et bien sûr, sans oublier que Bleguer a beaucoup travaillé aussi les effets miroirs, les effets de résonance entre la population accueillie et le fonctionnement institutionnel, bon, qui a été repris beaucoup aussi dans les travaux de Bernard Hinault, hein, quand il parle de transfert subjectal sur l'institution, c'est-à-dire qu'est-ce que les patients, les familles transfèrent en effet sur l'institutionnel, qui de ce fait se met à fonctionner en miroir de la population qu'elle est censée accueillir. Donc vous voyez, il faut avoir un petit peu ces référentiels en tête parce que l'institution est constituée de ces questionnements-là. Alors ce que je vais vous proposer là, c'est l'idée que le petit groupe, en fait, est un analyseur et est très opérationnel pour comprendre comment ça fonctionne dans l'institution et comment aussi on peut aller vers le changement. Parce que sinon, si on décrit un tableau très noir, on se dit, bon, les effondrements, enfin, les institutions s'effondrent, il y a des difficultés partout, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, hein. Donc en effet, dans quelque chose qui bouge, dans quelque chose qui est en crise, c'est toujours l'idée de KS, hein, la crise c'est une rupture, mais c'est aussi un changement, et c'est aussi une transformation. Donc l'idée, c'est qu'en effet, le petit groupe dans l'institution va nous servir un petit peu pour comprendre les choses. En tout cas, ça va être un analyseur intéressant. Donc, eh bien, on va se servir de ce référentiel-là. Alors, le soin psychanalytique groupal en institution. Bon, la clinique de l'institution, c'est une clinique de la groupalité, bien sûr. L'équipe, c'est un groupe. L'équipe soignante est un groupe. Et je repense à ce que disait Jean-Claude Rouchy, le petit groupe, disait-il, c'est le chaînon manquant entre l'individuel et le social. C'est un espace transitionnel. Transitionnel, ça veut dire transformation. C'est-à-dire le petit groupe dans l'institution, l'équipe, qui est un petit groupe, est aussi un espace potentiel d'élaboration et de transformation. Alors bien sûr, il y a la confrontation quotidienne des soignants, hein, à la souffrance des patients, à la souffrance des familles, aux angoisses des patients, aux impuissances qu'on peut avoir les uns et les autres, hein, à soigner des pathologies lourdes. On dit soigner, mais évidemment parfois c'est simplement accompagner, hein, parce qu'on peut pas guérir. Donc on est aussi confronté à cette impuissance-là dans certains types de pathologies. Hein. Je pense aux équipes, par exemple, qui travaillent aussi dans les accompagnements fin de vie, hein, et on sait combien c'est important.
Alors oui, si je reviens à l'hypothèse de Bleyer qui dit que toute institution finit par fonctionner sur le même mode que les patients qu'elle est censée soigner, en effet, ça veut dire qu'il faut réfléchir au fonctionnement institutionnel. Donc on verra quel dispositif on peut imaginer pour travailler ces choses-là, bien sûr. Et évidemment, de nos jours, l'accompagnement du patient, on considère aussi le patient comme un patient en lien. Un patient tout seul, ça n'existe pas. Je repense à ce que disait Winnicott. Il disait un bébé sans sa mère, au sens de l'environnement, ça n'existe pas. Un patient tout seul, ça n'existe pas. Un patient, il est en lien. Et je pense qu'on est dans un colloque où nous avons beaucoup de collègues qui travaillent dans des référentiels systémiques. On sait, grâce à eux, depuis fort longtemps, combien on est dans des systèmes et combien aussi le système montre dans le groupe un certain nombre de portes, alors porte-parole, bouc émissaire, porte-symptômes, etc. Et je pense qu'effectivement, cette conceptualisation-là nous a appris à penser la globalité, à penser la totalité, c'est-à-dire penser un patient dans ses liens. Dans ses liens, alors dans ses liens familiaux, bien sûr, dans ses liens générationnels. Et de ce fait, les institutions, depuis un certain nombre d'années, s'ouvrent à cette écoute-là. C'est-à-dire ne sont plus seulement centrées sur accompagner le patient, mais aussi l'accompagner avec son environnement, et donc avec la famille, et la famille, bien sûr, qui est très souffrante quand un de ses membres est institutionnalisé. Donc ça veut dire est souffrant lui aussi. Alors en fait, on fait l'hypothèse que le fonctionnement de la famille aussi vient résonner avec le fonctionnement de l'institution, avec le fonctionnement de l'équipe soignante, ce qui peut entraîner bien sûr des dysfonctionnements, on le sait bien, entre les relations famille, patient, institution. Et ces dysfonctionnements, bien évidemment, il faut arriver à les analyser, à les comprendre, à les traiter, afin que l'institution devienne, au sens winnicottien du terme, un espace suffisamment bon pour le patient et pour son environnement. C'est-à-dire, c'est ce vers quoi on tend tous quand on est en institution, c'est essayer de développer autour du patient une sorte de berceau contenant, de berceau sécurisant, qui lui permet en effet d'aller mieux, de grandir, de se développer. Alors, je vais en venir maintenant à quelques propositions de dispositifs de soins pour les patients et leurs familles, et d'autre part pour l'équipe soignante. Parce qu'il faut avoir aussi toujours le souci, bien évidemment, de prendre soin de l'équipe soignante. L'équipe soignante qui prend soin des patients, mais il faut aussi avoir en tête prendre soin de l'équipe. C'est un petit peu ce que j'essaie aussi de faire passer aux étudiants. Je vois qu'il y en a ici et je les remercie dans mon enseignement, que dans une institution, on prend soin du patient, on prend soin de l'environnement, c'est-à-dire on prend soin de sa famille et de son environnement, et on prend aussi soin de l'équipe. Ça, c'est très important. Alors, bon, ce que je développe là, c'est un travail institutionnel de longues années, dans les diverses institutions où j'ai travaillé. Déjà, l'entretien d'entrée est une rencontre originaire. Quand un patient arrive dans une institution, c'est extrêmement important de le recevoir avec sa famille. Alors, pas forcément le jour où il arrive, mais du moins dans les jours qui suivent. Pourquoi ? Parce que cet entretien, c'est un entretien originaire, c'est une rencontre, c'est un fondement des liens qui vont se créer entre le patient, sa famille et l'institution. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait... C'est une rencontre au sens inaugural, fondamentale pour le bon déroulement, bien sûr, de la prise en charge du patient. On sait bien que lorsque le patient est sécurisé, lorsque la famille est sécurisée, eh bien, ça se passe mieux, que ce soit une hospitalisation de courte durée ou que ce soit une institutionnalisation à plus long terme. Recevoir la famille d'emblée, ça permet la rencontre avec l'équipe. Et avec toute l'équipe, les représentants de l'équipe. Pas seulement avec le psychologue ou avec le psychiatre. C'est-à-dire l'idée, c'est de développer là une co-construction. Et une co-construction groupale. C'est-à-dire d'avoir des représentants de l'équipe, infirmiers, soignants, éducateurs, voire parfois l'assistante sociale, parce que c'est nécessaire lorsqu'il s'agit après d'une orientation pour le patient. C'est-à-dire l'idée, c'est que la famille rencontre aussi les représentants institutionnels et puisse parler avec les représentants institutionnels de qu'est-ce qu'on va proposer pour ce patient, qu'est-ce qu'on va imaginer. Vous pensez bien qu'un patient qui arrive en psychiatrie, en urgence, en état de crise, vous imaginez l'angoisse de la famille.
hein. C'est-à-dire il est mal, mais il n'y a pas que lui qui est mal. Toute la famille autour est complètement paniquée, bon, avec l'image de la psychiatrie, de qu'est-ce qui va se passer pour lui, etc. Donc c'est extrêmement important de recevoir rapidement la famille, hein, déjà pour situer un petit peu les difficultés, qu'est-ce qui se passe, faire un peu l'état des lieux, hein, et puis surtout créer la rencontre. Hein, ça c'est tout à fait primordial. Alors, lorsqu'on rencontre la famille la première fois avec le patient, bien sûr, hein, l'idée, c'est pas de rencontrer la famille sans le patient, c'est de les rencontrer tous ensemble. Je pense que l'idée des thérapies familiales, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est de travailler sur l'ensemble, sur le groupe. Bon. Donc, quand on reçoit la famille, bien sûr, on la reçoit avec le patient, et si le patient est très mal, eh bien, on tient compte. Hein, voilà. On tient compte du fait qu'il est mal, et le fait d'être là, dans une équipe, avec la famille, c'est contenant. Ce qui va nous permettre aussi d'avoir une idée du fonctionnement de la famille, hein, et du patient, de se faire dans ce premier entretien, un peu comme dans une consultation, une idée un peu diagnostique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait qu'il arrive en état de crise, par exemple en psychiatrie, ou si c'est un patient âgé, bon, qu'est-ce qui fait que maintenant il passe aux urgences, etc. Ou un enfant qui va très mal, bon, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un appel à l'institution. Donc on fait un petit peu l'état des lieux avec la famille. Ce qui va permettre après de voir qu'est-ce qu'on va proposer, bien sûr, dans le soin. Alors dans le soin, on va pouvoir proposer des accompagnements familiaux ponctuels. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire des thérapies familiales au sein de l'institution, ça ne s'y prête pas forcément. Bon, si on est dans un centre de consultation externe, si, évidemment, ça pourra se faire. Mais si on est en intra, par exemple, je pense dans des services de psychiatrie qui accueillent des patients à l'entrée, on va faire des entretiens familiaux, des suivis, pour que la famille, en effet, puisse aussi reprendre l'histoire, reprendre un petit peu ce qui s'est passé. Bon. Et là aussi, l'idée, c'est de le faire avec les représentants de l'équipe. Hein, c'est-à-dire, c'est une co-construction groupale. C'est comment, à l'intérieur de l'équipe, on va penser ces dispositifs-là, ensemble. Hein. Comment on va recevoir les familles, qui va les recevoir, est-ce que ça va être le psychologue, le médecin, avec des représentants de l'équipe, des soignants. Alors pourquoi la présence des soignants est aussi importante? Parce que le soignant, c'est le moi auxiliaire du patient dans le quotidien. Le soignant, il s'occupe du patient dans le quotidien. Bon. Donc l'idée, c'est en effet que les soignants soient là, qu'ils puissent aussi témoigner de ce que le patient vit dans l'institution. Comment la famille aussi va parler de l'histoire et de ce qu'elle connaît du patient, de son histoire, de la manière dont il est situé dans la généalogie, dans son histoire. Et de cette rencontre-là, bien sûr, eh bien, ça va ouvrir vers des possibles de prise en charge, des possibles d'évolution. Donc ça, c'est tout à fait important de penser les accompagnements familiaux ponctuels, qui peuvent être plus importants au début de l'hospitalisation, par exemple, et puis qui peuvent être un peu plus éloignés après, lorsque le patient prend ses marques, se pose, etc. Et puis, souvent, il faut penser ensemble les projets. Hein, c'est-à-dire que l'après-hospitalisation, eh bien, il y a un projet. Qu'est-ce qu'il va faire, ce patient? Où va-t-il aller, hein? Et ça aussi, l'idée, c'est de le co-construire avec le patient, la famille et l'équipe. C'est-à-dire que ce soit vraiment un travail de réflexion ensemble. Et non pas, on bâtit un projet, on pense qu'il va falloir ça pour le patient, et puis on invite la famille à venir et on lui donne un joli petit paquet tout prêt, on dit, voilà, nous on a pensé ça, et puis il faut faire ça. Alors, vous savez que les institutions, là aussi, beaucoup d'auteurs l'ont développé, mais je pense à Alberto Heger, qui a écrit un article qui s'appelle « Le fantasme de Rapt » à l'hôpital de jour. Bon. Vous savez bien que toutes les institutions sont prises dans ce fantasme-là. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on rapte le patient, ça devient notre patient, et puis alors, comme on est plein de formations, on sait bien faire, etc., on fait des tas de projets pour lui, parfois on oublie le patient. Puis alors la famille, la famille, on lui présente les choses toutes prêtes. Hein. Alors si la famille est d'accord, on dit c'est parfait. Si la famille n'est pas d'accord, on dit bien sûr, c'est toujours pareil. Hein, la famille, elle fait louper les choses. Nous, on fait des tas de projets, puis ça marche pas, etc. Donc là, on est dans la posture, en effet, rivalitaire entre la famille et l'institution, le patient étant au milieu et faisant les enjeux là d'une rivalité. Hein.
Donc vous voyez bien que l'idée, c'est de dépasser ça, bien sûr. Hein. C'est de dépasser cette position rivalitaire qui est là, cette position de rapt, d'appartenance. Parce que, bon, de l'autre côté, du côté de la famille, on va très vite avoir l'angoisse d'abandon, bien sûr. Hein. Plus l'institution va s'approprier le patient, plus la famille va dire, bah, écoutez, si vous savez si bien faire, eh ben, gardez-le, quoi, occupez-vous-en. Et on va dire, alors voilà, c'est une famille abandonnique, elle ne s'occupe pas de lui, etc. Hein. On est très vite dans ces difficultés-là. Alors, je pense aussi au travail qu'on avait fait dans une institution où, une fois par mois, on avait ouvert un groupe de soutien et d'écoute pour les familles. En plus du travail, en effet, qui pouvait se faire au sein des services, hein, avec les patients, la famille, bon, c'est-à-dire un groupe qui était mensuel, qui était ouvert à toutes les familles qui souhaitaient. Alors, bon, on l'avait au départ pensé un petit peu avec un groupe à thème, parce que c'était un média qui favorisait, hein, pour les familles un petit peu le fait de se retrouver. Et là aussi, ce groupe de soutien pour les familles, pensez-y, parce que c'est très intéressant pour eux, c'est un étayage. Ils se retrouvent en groupe, le groupe c'est un étayage, c'est un support, c'est contenant, et puis ça leur permettait de pouvoir libérer là, effectivement, des fantasmes d'agressivité, voire des fantasmes de meurtre, hein, du style, dans l'état où il vaudrait mieux qu'il soit plus là. Ah oui, mais alors ça, il vaut mieux que ça puisse se traiter ailleurs, effectivement, que directement au lit du patient. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, ça permet de libérer aussi toute une fantasmatique qui peut être une fantasmatique d'agressivité, de culpabilité, voire de honte, hein, du côté des familles, d'avoir un patient qui est en psychiatrie ou un patient qui est gravement handicapé, etc. C'est-à-dire un espace où tout ça, ça peut se poser au sein de l'institution. Et là, effectivement, moi, je vous invite à penser des dispositifs comme ça. Hein. Alors après, ça se tricote, j'allais dire, avec chaque, je pense au maillage, mais ça se tricote, en effet, avec chaque institution, ça, avec chaque équipe. Hein. Mais des espaces où les familles aussi puissent poser, hein, leurs angoisses, leurs difficultés, leurs souffrances. Et là-dedans, je pense aussi au groupe pour les fratries. Lorsqu'il y a, par exemple, un enfant gravement handicapé ou lorsqu'il y a un jeune adulte gravement handicapé, bon, on pense aux parents, d'accord, mais pensez à la fratrie aussi. Quand les parents sont plus là, qui va s'occuper de celui qui est très dépendant, souffrant, etc. Eh bien, c'est la fratrie, bien sûr. Et c'est souvent un qui est désigné dans la fratrie. Alors, désigné, là, j'allais dire au sens de KS, hein, des pactes dénégatifs qui peuvent exister dans les familles, dont on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, il se trouve souvent qu'il y en a un ou une qui est désigné par tout le groupe, hein, pour que ce soit lui ou elle qui va s'occuper du patient. Bon, il faut penser à ça aussi. Hein, parce qu'il faut bien penser que l'aidant, dans ces cas-là, il s'épuise dans ce type de travail. Je pense par exemple dans les services de Géronto, hein, combien on est sensible maintenant à pouvoir aussi écouter les aidants et suivre les aidants, parce que c'est extrêmement difficile. Alors, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir des dispositifs comme ça, groupaux, co-construits pour les familles à l'intérieur de l'institution, pour les patients aussi, et très souvent pour les patients qui sont en institution. Ce qui est très pertinent, c'est qu'on propose des dispositifs de groupe, hein, des groupes à médiation. Bon, parce que les patients que nous avons dans les institutions sont souvent, bien sûr, en grande difficulté de mentalisation. En individuel, bon, parfois on les suit, mais ça ne va pas très loin, c'est difficile. Alors que l'espace du groupe, hein, c'est un espace qui mobilise la psyché, qui mobilise à nouveau par l'étayage, par la contenance du groupe, par la fonction transformatrice du groupe, hein, qui va aider les patients à accéder, à pouvoir mettre du sens sur ce qui arrive et sur leur histoire. Donc je vous invite aussi dans les institutions à penser les groupes et penser les groupes à médiation. C'est un vrai travail thérapeutique, c'est pas seulement occupationnel. Bon, il y a tout ce qui va être occupationnel qui est important, mais il y a le petit groupe aussi au sens thérapeutique, hein, c'est-à-dire qu'il va vraiment aider les patients parallèlement à ce travail avec les familles. Et bien entendu aussi les soutiens individuels qu'on peut faire quand les patients sont accessibles, bien sûr. Et comment tout ça va se mettre en travail? Comment tout ça se met en travail? Alors, du côté de l'équipe, hein, on en arrive au côté de l'équipe, c'est-à-dire dans les réunions cliniques. C'est-à-dire comment dans nos réunions cliniques institutionnelles, hein, c'est un espace en effet où on peut, j'allais dire, remettre un fil autour de tout ça.
C'est-à-dire quand on pense la prise en charge d'un patient, c'est bon, quelle est la prise en charge? Est-ce que c'est des entretiens individuels? À quel groupe de médiation il participe, etc. À quelle fréquence on voit la famille? Quels sont les projets pour lui, etc. Parce que bien sûr, ce travail intra-institutionnel de réunion clinique, il est très important. Alors je sais qu'actuellement, souvent, c'est un peu mis en difficulté, avec l'idée qu'on n'a pas le temps. Mais ça fait partie du travail. On a le temps, si on le considère, que c'est un soin et que ça fait partie du travail. Les réunions cliniques institutionnelles où on parle des patients. Bien sûr, il y a aussi les réunions institutionnelles dans les établissements qui concernent l'organisationnel. Et ça aussi, c'est très important, les réunions pluridisciplinaires où tout le monde est là et ça concerne alors la philosophie du soin, les projets personnalisés, les projets de soins. Ça rentre dans ces aspects-là. Parce que le petit groupe est un outil de travail. Le petit groupe, c'est une machine à penser, c'est une machine à métaboliser, disait Bion. C'est-à-dire, ça travaille dans les petits groupes. Ça pense, ça élabore. Et bien sûr, il ne faut pas oublier dans les institutions, du côté du prendre soin des équipes, le côté, les analyses de pratique. Alors je dis analyse de pratique parce que maintenant ça s'appelle plus trop supervision, ça a un peu changé de nom, on appelle ça des groupes d'analyse de pratique, mais les analyses de pratique c'est extrêmement important et c'est extrêmement important que ça se fasse avec un analyseur extérieur. Parce que vous voyez, il y a tout le travail intra qu'on peut faire quand on est psy dans l'institution, bien sûr, mais il y a aussi besoin d'une tiercéité. Ça c'est fondamental. C'est-à-dire quand l'espace tiers permet de voir, de comprendre et d'entendre des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas quand on est pris dedans. Ça, c'est vraiment le dispositif du cadre qui permet ça avec, effectivement, un superviseur extérieur qui vient là travailler avec l'équipe, alors autour des cas cliniques, les supervisions cliniques, parce qu'il a une vision autre, en effet, que ceux qui sont pris dedans. Et c'est un lieu aussi où les soignants peuvent dire, c'est-à-dire moi je fais beaucoup actuellement de supervision, j'allais dire pour toute l'équipe, parce que je trouve que c'est très important, quand on supervise des situations cliniques, que tous les soignants soient là, avec l'encadrement, les médecins, etc. C'est-à-dire c'est un travail groupal. C'est chacun, de sa posture, en effet, qui a quelque chose à dire et à penser du patient, de la famille. Bon, et c'est dans ce creuset-là et dans ce travail-là qu'en effet on arrive à remettre un petit peu de la contenance et de la mentalisation et du sens sur des choses qui parfois nous échappent. Alors je pense que ce travail-là, en effet, il faut le défendre parce qu'il est très important. Il y a aussi tout ce qui peut être dans les institutions en crise. Et évidemment, la fonction, j'allais dire, d'une institution, c'est aussi très souvent d'être en crise. C'est-à-dire ce qu'on appelle la supervision institutionnelle, qui est centrée là sur le fonctionnement de l'institution. C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, les effets miroirs, les effets de résonance, les difficultés qu'on peut rencontrer, tout ce qui se pose évidemment sur l'équipe, dans les angoisses et les fantasmes des patients, des familles, qu'il faut aussi pouvoir analyser dans le fonctionnement même de l'institution. C'est-à-dire que là, on voit très bien que ça touche aussi l'histoire des institutions. Les institutions, elles ont une histoire, comme les familles, comme les patients, et tout ça, ça se met en résonance, bien sûr. Comment une institution, eh bien, de par son histoire, elle va avoir des résonances aussi avec les populations accueillies. Donc, vous voyez, ce travail-là aussi, ça permet de mettre en circulation tout ça. L'idée, c'est vraiment que ça circule et que ça se pense. Alors, vous allez dire, oui, mais tout ça, c'est bien joli, mais enfin, actuellement, on n'a pas le temps de faire ça. Si, on a toujours le temps de penser. Ça, c'est extrêmement important. On peut avoir tous les protocoles possibles, mais ça, on n'empêchera jamais les gens de penser, et heureusement. C'est-à-dire que la pensée, c'est ce qu'on a de plus précieux dans une équipe. Continuer à penser ensemble. Alors, bien sûr, il peut y avoir des résistances au travail en groupe dans une institution, on est bien d'accord. C'est-à-dire, il peut y avoir des résistances du côté la peur d'être vu par les autres. C'est pas pareil de travailler avec un patient en individuel que de travailler en groupe. Quand on fait des groupes à médiation, on travaille en co, on est plusieurs. Donc il faut travailler ce qui se passe entre nous, il faut travailler l'intertransfert. Donc ça veut dire qu'il faut accepter d'être vu par ses collègues au travail aussi.
hein. Donc ça peut faire partie des craintes. Il y a la peur, il peut y avoir la peur de la légitimité aussi. Est-ce que je fais là est bien légitime? Qu'est-ce que va penser l'autre, etc. Hein. C'est un travail qui est important. Dans les institutions, il y a des rapports hiérarchiques. Donc c'est pas forcément simple, hein, tout à coup de se trouver là dans un espace où on pense ensemble, où on est dans un travail sur comment chacun vit les choses, les pense, les ressent, etc. C'est pas forcément facile, hein, mais on n'en fait jamais l'économie. Bon. D'où l'importance de le mettre au travail. Bon, on peut avoir peur aussi du débordement pulsionnel hein, quand on est en groupe et quand on reçoit une famille. Bon, quand on reçoit une famille qui est en grave dysfonctionnement, qui pense trop mais qui est beaucoup dans l'agir, qui crie, qui s'excite, qui pleure, qui est mal, oui, c'est pas facile à gérer. Hein, d'où l'intérêt d'être plusieurs. Parce qu'évidemment, on est plus contenant à plusieurs que lorsqu'on est seul. Bon, vous savez bien qu'avec un groupe, les transferts sont diffractés. Hein, il y a une multitude de transferts dans un groupe. Donc effectivement, si on est plusieurs, ça se diffracte sur l'équipe. Et ensuite, bien sûr, on a un travail à faire entre nous pour analyser ce qui se passe. C'est-à-dire comment on a vécu les choses, comment on se vit entre nous. Hein. On sait bien que dans des équipes, lorsqu'il y a des clivages, lorsqu'il y a des phénomènes de bouc émissaire, lorsqu'il y a... C'est des reflets de... Vous voyez, c'est des choses qui sont en résonance avec ce que les patients nous ont envoyé. C'est des effets transférentiels. Et si on arrive à le mettre au travail comme ça, c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. L'institution est un lieu très foisonnant, hein, si on arrive à l'attraper sur ce mode-là, bien sûr. Alors effectivement, ces aspects-là, ça a été développé dans ce qu'on a appelé dans l'institution le transfert subjectal, c'est-à-dire tout ce qui se dépose sur les équipes. Parce que les équipes, c'est des figures de dépôt, c'est des figures transférentielles. Hein. Les patients transfèrent en permanence sur les équipes, et donc évidemment, c'est pas facile c'est pas forcément facile à gérer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a besoin là de réfléchir, de se poser. Voilà. Et puis il y a aussi, bien sûr, je vais en venir, je vais bientôt terminer, et je vais arriver aussi au travail en réseau, la nécessité de l'interdisciplinarité. Hein, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important, c'est-à-dire autour de situations complexes. Je me souviens d'une situation concernant un enfant en pédopsychiatrie. On avait mis plusieurs réunions avec un intervenant extérieur, en l'occurrence c'était moi, hein, pour travailler autour de cette situation de l'enfant, et on avait compté, il y avait 35 intervenants. Parce qu'il y avait la pédopsie, mais il y avait eu la PMI, mais il y avait eu pour la maman l'ASE, parce que la maman était quelqu'un qui était passé à l'ASE, etc. Enfin, il y avait eu les problèmes somatiques de l'enfant, etc. Quand on faisait le compte, eh ben, il y avait 35 personnes. C'est énorme, c'est énorme. Et ces 35 personnes, quand on les met en groupe et qu'on fait un travail de réflexion autour de cette situation pour cet enfant, vous imaginez bien qu'il était gravement souffrant. Hein. Il avait cumulé, il était placé, il était malade somatiquement, il était malade psychiquement, enfin c'était un cumul de situations lourdes et graves. Mais tous ensemble, on pouvait penser des choses et le penser dans des possibles. Parce que l'ouverture, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, c'est pouvoir penser l'avenir et pouvoir penser des possibles. Donc le travail en réseau, bien sûr, c'est tout à fait important parce que ça permet à chaque partenaire, chacun de sa posture, de sa position, à quelque chose à en dire. Il y a le travail du psy, le travail psychique. Parfois, effectivement, il y a le travail aussi avec les neuros, parce qu'il y a des problèmes au niveau cognitif, etc. Il y a aussi le lien avec les médecins, parce qu'il y a des problèmes somatiques. Enfin, vous voyez, il y a aussi des éducateurs qui sont là, parce que c'est une situation sociale complètement douloureuse, et il faut aussi faire intervenir l'extérieur. Enfin, vous voyez, c'est tout ce tissu-là, autour, qui va vraiment créer un berceau psychique pour le patient et qui va permettre effectivement de penser des possibles. Parce que comment imaginer un enfant qui grandit avec autant d'intervenants autour de lui sans absolument rien comprendre à ce qui se passe, et parfois les intervenants qui ne se coordonnent pas font des choses paradoxales ou inverses parce qu'ils ne savent même pas ce qui est fait à côté, quoi. Donc j'insiste sur ce type de travail-là parce que je pense qu'actuellement ça c'est très important. Que chacun puisse rester dans sa posture et apprendre aussi à écouter l'autre. Et bon, à penser en co. C'est pas... Alors, vous voyez, en conclusion, ce que j'ai envie vraiment de vous dire, en conclusion, c'est que la groupalité
la groupalité institutionnelle, eh bien c'est une mine d'or. Alors allez-y, vous êtes en équipe, vous êtes en petit groupe, hein, essayez de co-construire et de créer des dispositifs. Alors tout ça, qu'est-ce que ça nous a dit? Parce que tout ça, ça nous a dit des choses du côté de la psychopathologie. Hein. Ça nous a dit une ouverture, bien sûr, vers la groupalité, et ça nous a dit aussi que le symptôme, il n'était pas qu'individuel. Le symptôme, il a une racine groupale, hein, et il a une racine, bien sûr, transgénérationnelle. C'est-à-dire que le symptôme, il s'enracine aussi dans les histoires inconscientes, dans les lignées, dans les deux lignées, bien sûr. Hein. Et évidemment, il vient faire écho aussi au fonctionnement institutionnel. Donc l'idée, c'est la prise en compte du multifactoriel dans la causalité psychique. Bien sûr, il y a des causalités psychiques, mais il y a des causalités psychiques. Il n'y a pas un événement qui donne un symptôme. C'est pas, ah bah, il a une grand-mère qui s'est suicidée, alors bien sûr c'est normal qu'il soit angoissé et qu'il ait des passages à l'acte à l'adolescence. Non, ça c'est faux. C'est-à-dire, c'est vraiment pouvoir penser la complexité, le multifactoriel. C'est-à-dire, il y a une multitude de facteurs. Vous voyez, quand Freud décrit la causalité psychique, il parle aussi des séries complémentaires. Ben, les séries complémentaires, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe à côté aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des causalités psychiques, il y a aussi la vie du patient, concrètement toutes les rencontres qu'il a faites dans sa vie, tout ce qui se passe, la rencontre qu'il va faire avec l'institution, etc. Hein, c'est-à-dire vraiment l'idée, c'est de penser le travail en interdisciplinarité, en co-construction, avec l'idée du multifactoriel. C'est-à-dire comment on essaie de donner du sens à tout ça. Et quand on donne du sens, ben ça va mieux. Voilà. Et le petit groupe, en effet, en travail, eh bien, c'est le poumon de l'institution. Alors allez-y. Je n'ai pas parlé des interstices institutionnels, hein, qui ont été beaucoup théorisés à Lyon. Je pense par exemple à René Roussillon qui a beaucoup travaillé ces questions-là. Les interstices institutionnels aussi, il faut les garder. C'est très important. Ce qui se passe aux machines à café, ce qui se passe à la pause café, les soignants ont besoin d'avoir ces espaces-là. Il se dit plein de choses aux machines à café. Il se dit plein de choses sur les pas de porte. Hein, parfois les familles, on commence à les recevoir là, sur les pas de la porte, au téléphone, etc. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, toute la richesse de ce travail-là. Alors j'ai envie de terminer sur une note optimiste. Nous avons eu, nous, à l'université, des mois de grève. Ça a été très compliqué. Hein. Je pense aux étudiants qui sont là. Bon, ça a été très difficile. On a passé ces mois difficiles. Là, on redémarre effectivement au moment des examens, etc. Avec l'idée qu'on a des choses nouvelles. Ça nous dit des choses nouvelles à reconstruire, à penser, à recréer. Et que, de toute façon, suite aux crises, même les pires soient-elles, eh bien après, il y a toujours quelque chose qui va vers l'avenir, vers renaître et vers élaborer. Hein. Et je pense qu'ensemble, le petit groupe, c'est vraiment le chaînon qui nous permet ça. Bien, je vous remercie.